Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons des différentes stratégies disponibles pour développer des formulaires en utilisant le framework Angular. Les formulaires sont essentiels à toute application frontale moderne. Ils sont une fonctionnalité que nous utilisons tous les jours. Ils peuvent être utilisés pour assurer une connexion sécurisée d'un utilisateur à une application bien déterminée ou bien pour la création d'un profil. Vous pouvez aussi utiliser les formulaires pour l'envoi d'une demande, pour faire quelques recherches sur Internet, pour faire quelques réservations, etc. Comme le montre la figure suivante, certains formulaires ne contiennent que quelques champs de saisie, tandis que d'autres peuvent avoir un tableau de champs qui se tend sur 2 ou 3 pages. Et bien évidemment, avant cette soumission, le formulaire doit respecter un ensemble de règles afin de garantir l'intégralité des données soumises. Angular étant un framework frontal complet, possède son propre ensemble de bibliothèques pour la création des formulaires. La dernière version d'Angular dispose de 2 approches puissantes de création de formulaires, l'approche Template Driven Form et l'approche Reactive Form. Commençons par l'approche Template Driven Form, dans laquelle le formulaire ainsi que les validateurs sont créés directement au niveau de template. Et Angular l'analyse pour comprendre les différents inputs et pour y en mettre à disposition le contenu. Alors qu'en utilisant le Reactive Form, le formulaire ainsi que les validateurs sont créés dans la classe du composant et ensuite liés au template grâce au data binding. Les deux approches appartiennent à la bibliothèque Angular Form et sont basées sur les mêmes classes de contrôle de formulaire. Cependant, elles sont différentes de manière remarquable par leur philosophie, leur style de programmation et leur technique. Choisir l'une sur l'autre dépend de la complexité du formulaire que vous essayez de créer. À mon avis, vous devriez d'abord essayer les deux approches, puis choisir celle qui correspond à votre projet. Cette vidéo couvrira le template Driven Form avec un exemple pratique. C'est le fait de créer un formulaire d'inscription avec validation pour tous les champs de formulaire. Donc, nous allons travailler sur l'exemple ensemble. Et dans une autre vidéo, nous allons retracer les étapes pour créer le même formulaire en utilisant l'approche Reactive Form. Afin d'implémenter notre formulaire en utilisant l'approche Template Driven Form, nous allons suivre les étapes suivantes. Nous allons commencer par importer le module Forms Module dans le module racine de notre application, c'est-à-dire le App Module. Par la suite, nous allons commencer la création du formulaire dans un composant bien déterminé. Bien évidemment, nous allons créer le formulaire dans la partie template de ce composant. Une fois qu'on a terminé la création de notre formulaire, nous allons passer à la validation de ce formulaire en ajoutant quelques validateurs et en affichant des messages d'erreur si l'utilisateur n'a pas respecté la condition donnée. Une fois que notre formulaire est valide, nous allons entamer la dernière étape, c'est la soumission du formulaire, c'est-à-dire l'envoi du formulaire ou des données qui sont déjà saisies dans ce formulaire. Avant de commencer l'implémentation et le développement, donc, je vais vous montrer le rendu de notre exemple. Donc, dans ce formulaire, nous allons travailler sur 3 inputs, l'input login, l'input email et l'input password, et nous allons ajouter des conditions de validation associées à chaque input. Et bien évidemment, on a aussi le bouton Save. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton Save, donc on va envoyer ces données vers la partie qui va traiter les données saisies. On va commencer par la première étape, la création de formulaire. Pour cela, on va importer le module Forms Module dans le module racine de notre application. Par la suite, on va créer le composant Form. Dans ce composant, on va développer le formulaire de notre exemple. Donc, comme vous pouvez constater, suite à l'exécution de la commande ng-gc, le dossier forme est bien ajouté dans notre application. Et maintenant, on va appeler ce composant dans le composant racine en utilisant le sélecteur.
app form. Donc, comme vous pouvez constater dans le rendu de l'exécution, on a l'affichage de contenu de ce composant. Dans la partie template de composant form, on va créer le formulaire. Bien évidemment, on va utiliser le langage HTML pour créer le formulaire. Et dans ce formulaire, on va travailler sur les inputs. Donc, on va utiliser la balise form et dans la balise form, on va déclarer les différents inputs qu'on a. J'attire votre attention sur le fait que je vais utiliser des classes Bootstrap afin d'améliorer la qualité de l'affichage. Donc, voilà, j'ai utilisé la classe FormGroup et dans cette div de la classe FormGroup, je vais déclarer l'élément label et l'élément input. Dans l'élément input, on a l'attribut name qui va définir le nom de l'input et on va ajouter aussi le type de l'input. Donc, on va commencer par le login. Donc, le login est de type texte. On va utiliser la classe Bootstrap Form Control. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on va utiliser les classes Bootstrap afin d'améliorer la qualité de l'affichage. Donc, dans notre formulaire, on a trois inputs, l'input login, l'input email et l'input password. Donc, on va créer trois divs dont la classe est égale à FormGroup et on va associer l'élément label et on va changer le nom de chaque input. Donc voilà, on a l'élément email et on a aussi l'élément password. Donc, on va tester le rendu de notre application et on va maintenant ajouter le bouton. Donc, le bouton qui va permettre la soumission des données saisies dans ce formulaire. C'est le bouton Save et je vais ajouter la classe BTN Success qui représente une classe Bootstrap. Donc, voilà le rendu final de l'exécution de notre code. Donc, on a travaillé dans la partie template de ce composant Form Component qu'on a déjà généré. Justement, je vais ajouter la classe Container. Donc, c'est une classe aussi Bootstrap. Et dans cette classe, je vais copier, ou dans la div de cette classe, je vais copier le formulaire qu'on a déjà créé. Donc, voilà le rendu final de l'exécution. Maintenant, on va travailler dans la partie logique. Donc, on va commencer par la création d'un dossier modèle et dans ce dossier modèle, on va créer la classe user.ts, c'est-à-dire la classe qui va représenter le modèle de données. Donc, dans cette classe ou dans ce fichier, on va déclarer notre classe avec le mot-clé export pour dire que cette classe, ça va être une classe publique, donc vous pouvez l'importer. Et dans la classe user, on va déclarer les trois propriétés login, password et mot de passe. Donc, les trois propriétés, ce sont de type chaîne de caractères. Donc, cette classe, elle va représenter le modèle de données. Une fois qu'on a terminé la création de la classe, on va travailler dans le fichier formcomponent.ts, c'est-à-dire dans la partie logique de notre composant. Donc, dans cette partie logique, on va déclarer la propriété user. Donc, la propriété user est du type user. Et dans la méthode ngOnInit, on va créer une instance vide de cette classe. D'accord? Donc, this.user, ça va être égal à new user. Nous, par la suite, on va utiliser l'objet user afin de récupérer les données saisies par notre utilisateur dans le formulaire. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, la validation de formulaire. Donc, pour valider le formulaire, on va utiliser deux directives, la directive ngForm et la directive ngModel. Commençons par la directive ngForm. Cette directive complète l'élément form avec des fonctionnalités supplémentaires. Elle contient les contrôles que vous avez créés pour les éléments avec une directive ngModel et un attribut name et surveille leurs propriétés, y compris leur validité. Cette directive possède également sa
propre propriété valide qui n'est vrai que si tous les contrôles contenus sont valides. Donc, vous allez utiliser cette directive ngForm pour contrôler les différents inputs qu'on a dans notre formulaire. Et on va utiliser la directive ngModel pour suivre l'état de chaque input auquel elle est associée. Donc, pour faire cela, on va ajouter une variable de référence. Donc, voilà, on va ajouter cette variable de référence en utilisant la syntaxe dièse et après, on va donner le nom de cette variable. Donc, par exemple, f. D'accord? Donc, le f, elle va recevoir voilà, donc la directive ngForm. D'accord? Donc, et pour chaque input, comme j'ai déjà mentionné, on va utiliser la directive ngModel. Donc, la directive ngModel permet de suivre l'état de chaque élément ou de chaque input qu'on a dans notre formulaire. D'accord? Alors que la directive ngForm, elle est toujours associée à la balise form. D'accord? Maintenant, passons à la validation de notre formulaire. Donc, vous pouvez bien évidemment bloquer le clic sur ce bouton Save tant que l'utilisateur n'a pas respecté les conditions. Donc, il faut ajouter donc au moins une condition à notre formulaire. On va dire que le login, c'est un champ obligatoire. Pour cela, je vais ajouter la condition required. Mais il faut prendre en considération que cet attribut ressemble à un attribut HTML5 classique. D'accord? Mais il faut prendre en considération qu'Angular désactive par défaut le comportement de validation HTML5. D'accord? Donc, dans ce cas, on a dit que le champ login est un champ obligatoire, mais comme vous pouvez constater ici, même si l'utilisateur ne respecte pas cette condition, donc l'utilisateur peut cliquer sur ce bouton Save sans problème. D'accord? Donc, le champ est obligatoire, mais le formulaire peut encore être soumis, car vous n'avez pas encore intégré l'état de validation du formulaire. Pour accomplir cela, vous allez lier la propriété disabled du bouton. Donc, on va désactiver le clic sur ce bouton. D'accord? Bien évidemment, la propriété disabled, elle va prendre une valeur booléenne, d'accord? True or false. Donc, pour cela, on va ajouter une condition. Donc, c'est quoi cette condition? On va dire que ce bouton sera désactivé si le formulaire est invalide. Dans ce cas, on va utiliser quoi? On va utiliser le F. Pourquoi on va utiliser le F? Parce que le F permet de pointer sur tous les éléments qu'on a dans notre formulaire. D'accord? Donc ici, on va dire que ce bouton sera désactivé si le formulaire est invalide. Donc, on va accéder directement à la propriété invalide de cette variable F. D'accord? Et ça, c'est grâce à l'utilisation de la directive ngForm. D'accord? Donc, comme vous pouvez constater ici, le bouton Save est désactivé. Pourquoi ce bouton est désactivé? Parce qu'on n'a pas respecté la condition liée à l'input login. D'accord? Si je tape par exemple ici la valeur test, donc voilà, automatiquement le bouton est activé. Pourquoi? Parce qu'on a respecté la condition. Afin de mieux guider le visiteur de notre application, on va ajouter des messages d'alerte associés à chaque contrainte qu'on a dans notre formulaire. Commençons par la première contrainte, c'est le fait de dire que le login c'est un champ obligatoire. Pour cela, on va ajouter un message. Donc voilà, je vais utiliser le Bootstrap. Donc, je vais utiliser la classe alerte danger proposée par la bibliothèque Bootstrap. Et je vais afficher le message de login is a required field. Donc, comme vous pouvez constater dans l'exécution, le message est affiché automatiquement. Même si je donne ici une valeur, donc on a toujours le message. Pour cela, on va ajouter une condition. Cette condition, elle va être associée à l'input login. Pour faire ça, on va ajouter une autre variable de référence. Mais
cette fois-ci, cette variable de référence, elle va pointer sur l'input login. Donc, je vais déclarer le dièse L et le dièse L, elle va recevoir la directive ngModel. D'accord? Donc, ici, on va dire que le dièse L est égal à ngModel. Comme j'ai déjà mentionné, cette directive ngModel permet de contrôler l'état de chaque input qu'on a dans notre formulaire. Et lorsque je dis état, donc oui, on parle de la valeur et les validateurs. D'accord? Donc ici, on a le validateur required. Donc, je peux donc ici ajouter la condition. La condition, bien évidemment, on va utiliser la directive ngIf pour l'ajouter. Et je vais dire que si et seulement si, donc on va afficher ce message si le L est invalide. D'accord? Donc, dans le cas le L est invalide, c'est-à-dire l'utilisateur il n'a pas respecté la condition, je vais afficher ce message. D'accord? Donc voilà, je vais donner par exemple la valeur test et comme vous pouvez constater, le message est supprimé. Pourquoi? Parce qu'on a respecté la condition. Vous pouvez ajouter une autre condition, c'est le fait de dire and L est attached. C'est-à-dire, vous n'allez pas afficher le message directement, mais vous allez afficher ce message si l'utilisateur il visite ce input et il n'a pas respecté la condition. Donc, dans ce cas, comme vous pouvez constater, on n'a pas le message affiché initialement, mais si l'utilisateur il clique sur ou il visite ce input login, mais il ne donne pas une valeur, dans ce cas, on affiche le message. On va dire login is a required field. C'est un champ obligatoire. Vous pouvez bien évidemment ajouter la même condition pour les deux inputs email et password et on va répéter les mêmes étapes. Donc, et je vais associer une variable de référence associée à chaque input. D'accord? Par exemple, ici, pour le email, je vais utiliser le dièse E, alors que pour le password, je vais utiliser le dièse P. À chaque fois, la valeur, voilà, la variable référence, elle va recevoir la directive ngModel, alors que dans le cas de formulaire, on utilise la directive ngForm. D'accord? Et vous pouvez ajouter les messages d'alerte associés à cette condition. Donc ici, on va dire quoi? Par exemple, le email, c'est un champ obligatoire. Donc, the email is a required field. Et ici, je vais changer le contrôle. Donc, le même travail pour le password. Donc ici, voilà, le P est un champ obligatoire. D'accord? Et ici, je vais afficher le message The password is a required field. Donc, on va tester maintenant notre application. Donc, je vais donner une valeur. Je vais visiter l'input login sans donner une valeur. Donc, voilà, il m'affiche le message. Je vais visiter le champ email sans donner une valeur. Donc, voilà, comme vous pouvez constater, il m'a donné le message email is a required field. Donc, le même. Donc, pour le password, donc, il y a toujours l'affichage de ce message. Donc, je vais donner des valeurs. Donc, ici, je vais donner, par exemple, la valeur test. Ici, je vais donner la valeur test at Gmail. Et comme password, je vais ajouter aussi la valeur test. D'accord? Voilà. Donc, je peux modifier le type de password. Donc, ce n'est pas du type texte, mais plutôt, c'est du type password. D'accord? Donc, voilà. Une fois que je respecte toutes les conditions imposées dans notre formulaire, donc on va constater que le bouton est désactivé. D'accord? Voilà, on va ajouter d'autres conditions maintenant. Donc, on va dire que l'email, il doit respecter un format bien précis. Donc, pour cela, je vais préciser ce qu'est ce format. Donc, je peux utiliser, voilà, je peux imposer un pattern. Donc, comme vous pouvez constater ici, on a utilisé le required qui représente une propriété prédéfinie. Vous pouvez aussi utiliser le min length, le max length, le min, le val. Ce sont tous des propriétés prédéfinies. Et vous pouvez vous déclarer des conditions ou des propriétés personnalisées selon le use case, selon le cas. D'accord? Donc, par exemple, on va travailler sur l'email.
Donc, on va dire que le mail, il doit respecter un format bien précis. Donc, pour cela, je vais ajouter un pattern. D'accord? Donc, je vais proposer un pattern. Donc, voilà, ici, on va ajouter le pattern A-6Z. Donc, on va donner une chaîne de caractères. Dans le mail, on trouve aussi des chiffres. Donc, l'utilisateur, il peut donner aussi des chiffres. Donc, il peut donner aussi des caractères, tels que par exemple le dièse, le dollar, etc. Donc, il peut donner un nombre illimité de caractères. Donc, pour cela, je vais utiliser le plus pour définir ce pattern. Et après cette chaîne de caractères, on va trouver le at. Après le at, on va trouver une autre chaîne de caractères. D'accord? Et après cette chaîne de caractères, on va trouver le point. Après le point, on va trouver une autre chaîne de caractères. Mais dans ce cas, généralement, on trouve le point com, le point tn, etc. Donc, vous pouvez imposer le nombre de caractères après le point. Pour faire cela, vous pouvez tout simplement utiliser 2 ou 4. C'est-à-dire que l'utilisateur peut vous donner 2, 3 ou 4 caractères. D'accord? Voilà, donc ici, on a imposé un pattern. D'accord? Donc, je vais tester si on a ce pattern est bien mentionné et bien utilisé. Donc, voilà. Donc, par exemple, je vais donner cette valeur E. Donc, comme vous pouvez constater, on a toujours l'affichage de ce message. D'accord? Donc, the mail is required field. D'accord? Donc, pourquoi? Parce qu'on travaille sur le E est invalide. D'accord? Donc, c'est vrai que le E est invalide, mais dans ce cas, on a deux conditions. On a la condition required et on a la deuxième condition qui est liée au pattern. Pour cela, il faut décortiquer l'affichage de ce message. Donc, on va travailler sur deux sous-conditions. C'est-à-dire, si l'utilisateur n'a pas respecté la première condition required, nous, dans ce cas, on va afficher ce message. Sinon, on va afficher un autre message. D'accord? Donc, pour cela, on va faire quoi? Donc, on va ajouter d'autres conditions. Et pour traiter ces conditions, donc, on va utiliser donc, des propriétés prédéfinies. D'accord? C'est grâce à l'utilisation de cette directive ngModel et la directive ngForm. Donc, je vais ajouter une autre condition dans ce cas. Donc, voilà une condition liée à l'affichage de ce message. D'accord? Donc, voilà, étoile ngIf. Donc, on va afficher ce message si le E, c'est-à-dire le email, point error, c'est-à-dire le problème qui est lié à l'email, est égal à required. D'accord? Dans ce cas, on va afficher ce message. Si le problème ou si l'erreur est liée au pattern, on va afficher un autre message. Donc, on va afficher le message, par exemple, the email, doesn't seem right. Donc, voilà, on va afficher ce message. Donc, on va tester les deux conditions imposées et aussi l'affichage de ces deux messages en parallèle. Donc, on va commencer par le visite de ce champ et voilà, on va quitter le champ. Donc, voilà, on a the email is a required field. D'accord? Et maintenant, on va donner une adresse mail. Donc, voilà le test. Donc, il m'affiche ce deuxième message, the email doesn't seem right. D'accord? Donc, si je donne maintenant une chaîne de caractères valide, par exemple, test@gmail.com, donc, comme vous pouvez constater, j'ai bien respecté les conditions, donc il n'a pas affiché le message. Donc, je termine avec le password et le login. Et voilà, le fait que j'ai respecté toutes les conditions imposées ou toutes les contraintes imposées dans ce formulaire, on a notre bouton Save est bien activé. Donc, l'utilisateur, il peut cliquer sur ce bouton Save et soumettre les données. D'accord? Il faut maintenant préparer la gestion de la soumission de ce formulaire. Dans votre template, au lieu d'ajouter un événement sur le bouton, vous allez déclarer le bouton de type Submit.
Donc ici, on va dire que ce bouton est du type Submit. Déclarer le bouton de type Submit à l'intérieur du balise form déclenche le comportement de soumission classique de HTML. En ajoutant par la suite l'attribut ngSubmit dans la balise form ici, donc on va ajouter l'attribut ngSubmit, c'est-à-dire, comme vous pouvez constater selon le syntaxe donné, donc on a quoi? Le event binding, c'est-à-dire suite à ce clic sur ce bouton, on va déclencher l'événement ngSubmit. Suite à cet événement, donc on va exécuter la méthode save par exemple, d'accord? Et bien évidemment, on va implémenter la méthode save dans la partie logique de ce composant. C'est-à-dire, on va implémenter cette méthode dans le fichier TypeScript. Mais il faut prendre en considération que cette méthode, elle sera une méthode paramétrée. Donc, cette méthode, elle va prendre en paramètre le F, le formulaire. D'accord? Donc, le F, c'est une variable template qui va prendre comme valeur l'objet ngForm. D'accord? Donc, dans cet objet ngForm, nous allons trouver les validateurs et les valeurs de chaque input qu'on a dans notre formulaire. Maintenant, on va passer à l'implémentation de ce bouton Save et on va voir comment on va utiliser le F. D'accord? Donc, dans notre partie TS de ce composant, on va implémenter cette méthode Save. Cette méthode Save, c'est une méthode paramétrée. D'accord? Donc, le paramètre qu'on a, c'est le F. Donc, le F est du type ngForm. D'accord? Et en utilisant le F, vous pouvez bien évidemment accéder aux différents éléments qu'on a dans notre formulaire. D'accord? Donc, pour faire ça, je vais utiliser le console.log afin de vous montrer la valeur de chaque input qu'on a dans notre formulaire suite à ce clic sur ce bouton. Donc, pour faire ça, je vais taper f.value. Le value, c'est un tableau, d'accord? Et il va nous afficher ce tableau les différents éléments qu'on a dans notre formulaire. Donc, je vais afficher le login, d'accord? Donc, en utilisant la propriété name qui est déjà utilisée au niveau de notre template, je peux afficher dans la partie logique de notre composant les différents inputs qu'on a, le contenu de différents inputs. D'accord? Donc, voilà, je vais tester maintenant notre application. Donc, je vais donner la valeur de save. Donc, ici, test@gmail.com et je vais donner une password. Donc, voilà le password. Je vais maintenant cliquer sur ce bouton Save et je vais inspecter le code en parallèle afin de vous montrer le rendu. Donc, voilà la partie console. Je vais cliquer sur ce Save. Donc, comme vous pouvez constater, on a bien récupéré la valeur de test, c'est-à-dire la valeur de l'input. En utilisant quoi? En utilisant cette variable F. D'accord? Donc, comme j'ai déjà mentionné, le F est égal à quoi? Est égal à l'objet ngForm. D'accord? Donc, on a dit que cette directive ngForm permet d'y accéder aux différents inputs qu'on a dans notre formulaire. Donc, voilà, en cliquant sur ce bouton de type Submit, donc on n'a pas utilisé la syntaxe classique, c'est-à-dire le event binding, pour déclencher la récupération de données, mais on a déclaré le type de notre bouton, donc le bouton est de type Submit. Par la suite, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, il va déclencher l'événement ngSubmit. Et suite à cet événement, donc on va exécuter la méthode save. La méthode save, c'est une méthode paramétrée. Elle va prendre en paramètre le F, d'accord? Donc le F qui permet de récupérer le contenu ainsi que les validateurs de formulaire. Et en utilisant le F, on va récupérer les inputs qu'on a dans notre formulaire. Donc, il y a une autre solution. Donc, vous pouvez utiliser la méthode, par exemple, submit. Donc, au lieu de travailler avec le F, je peux utiliser le submit. Pourquoi? Parce que notre objectif, nous, dans cet exemple, c'est de créer un objet avec les données saisies par notre utilisateur. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton Save, nous, on va appeler dans ce cas la méthode Submit. Donc, je vais vous montrer une deuxième méthode.
Donc, en utilisant cette méthode submit, donc comme vous pouvez constater, cette méthode, elle va prendre les values, c'est-à-dire les validateurs, les valeurs saisies par l'utilisateur, et elle va checker si le formulaire est valide, oui ou non. C'est pour cela qu'on a le valide et du type booléen. D'accord? Donc, on va affecter les values reçues à l'objet utilisateur, donc l'objet qui est déjà créé en tant qu'objet vide. Donc, pour tester, on va faire quoi? On va faire console.log this.user. Donc, on va voir si on a, suite à ce clic sur ce bouton Save, si on a récupéré les valeurs saisies par notre utilisateur et si on a réussi à affecter ces données à cet objet qui est déjà créé. D'accord? Donc voilà, je vais cliquer sur ce, je vais voilà donc vous montrer le console en parallèle. Donc on va donner des valeurs, donc par exemple la valeur Ahmed. Et si je vais donner la valeur ahmed@gmail.com, d'accord? Si je ne respecte pas cette condition, le fait que le password est un champ obligatoire, donc comme vous pouvez constater, donc il m'affiche un message d'erreur et le bouton Save est toujours désactivé. Le fait que je respecte cette condition, c'est-à-dire je donne le mot de passe, donc voilà, on a le bouton Save est bien activé parce qu'on a déjà respecté toutes les conditions. D'accord? Voilà, maintenant je vais cliquer sur ce bouton Save. Donc, comme vous pouvez constater dans la partie console, on a récupéré les différentes données saisies par notre utilisateur, telles que le login, l'email et le password. D'accord? Donc, voilà, là, c'est un objet de la classe. Donc, voilà le type, c'est un objet. D'accord? Donc, c'est un objet du type user. Donc, comme ça, on a terminé cette partie. Donc, on a travaillé sur la création de formulaires, la validation de formulaire et l'affichage des messages et finalement la soumission de formulaire. Merci pour votre attention.